Jean-Luc Nancy, j'emporte avec moi, comme Philippe, ici présent, Philippe Beck, euh, quelques souvenirs, évidemment. Philippe Beck et moi-même tenterons un portrait, du moins quelques traits à rassembler. Un portrait, c'est bien quelque chose que l'on porte. Le portrait se porte. Je porte aussi du reste plein de souvenirs où je m'inclus non seulement à titre d'observateur, assis au fond d'une salle de cours qui serait bondée à Strasbourg. Euh, je me ressens souvent là à Strasbourg finalement dans les années 70 ou 60 ou 80 plutôt, 79 pour être exact, en même temps que lui qui se porte. Et il se portait bien d'ailleurs, Jean-Luc. Souvent, un grand sourire débute la leçon, une main qui est suspendue comme ça à un point virtuel, mais en même temps, comme on regarde un peu dans le vide. Bon, alors, c'était une main qui passait comme ça de son cahier, très peu consulté d'ailleurs, un livre de Kant qu'on devine puisqu'il ne l'a pas emporté ce jour. Et alors, de ce point de fuite abstrait, l'index reviendra s'agiter comme ça en un dialogue avec son autre main. Il parlait beaucoup d'ailleurs, enfin, pour autant qu'on puisse parler avec les mains. Bon, alors c'était en 79, fin novembre, alors, un air frisquet déjà, avec un peu de brouillard, mais qui laissait voir néanmoins, depuis ma place assise en tout cas, les tours qui environnaient la faculté des lettres, elle s'appelait comme ça avant, la faculté des lettres et sciences humaines de Strasbourg. Alors, à côté de Jean-Luc Nancy, en train de parler de Kant, la Coulabarte, très attentif à la finesse de son crayon, des mines extrêmement fines, faisait toute autre chose. Et il pouvait sourire du reste d'une espèce d'acquiescement serein, s'adressant à la salle autant qu'à celui qui parle. Le calepin de Lacou, comme on l'appelait alors, était chargé de petits hiéroglyphes, de petits dessins, mais laissait deviner comme ça, de loin, une écriture. Il prenait des notes de son ami Jean-Luc, enfin des schèmes dont la finesse supposait une grosse loupe néanmoins pour en déchiffrer le propos. Alors, c'était un propos sans fond, comme ça qui circulait de l'un à l'autre, euh, avec entre le brouillard du monde et la fumée des cigarettes, parce qu'on fumait tous là-bas comme, de manière tout à fait déraisonnable. Il y avait donc là quelque chose de si difficile à cerner que le principe d'incertitude en physique quantique. On sombrait comme ça doucement, tous non pas dans le sommeil, on ne tombait pas de sommeil, c'était pas ça, c'était vraiment l'incertitude qui nous poursuivait, l'incertitude de ce qui se porte et se supporte sans prendre appui, finalement sur aucun support. Prendre des notes, c'était assez compliqué finalement. Il n'y a plus de substance, était-il dit depuis Nietzsche, lisant Kant en compagnie du prof Jean-Luc Nancy. On était donc posé là, mais le là ne se laissait plus du tout situer parce que il était question non pas de ce qui est là, mais de ce qui fait qu'une chose puisse se dire, nommer là, et se percevoir aussi d'une certaine manière là. Dasein, point barre. C'était un mot de Heidegger, évidemment, pour dire ce que Kant aurait voulu dire déjà, et pour saisir cet être comme le là, le là partagé, commun, il fallait du front plissé de Jean-Luc Nancy suivre le parcours de son index jusque dans le texte de Kant, quelque part entre les pages imaginaires de la critique de la raison pure, qu'il apporterait la séance prochaine, c'était promis. Parole non tenue,
évidemment, le texte de Kant étant peut-être un peu lourd à porter autant qu'à lire du reste. Alors, je dis entre les pages du livre qu'il n'avait pas emmené, je dis entre parce que je vois bien encore de retour chez moi la troisième antinomie de la première critique, de la critique de la raison pure, hein, les antinomies, donc des textes qui circulent sur une double, non pas une double séance, mais une double page des pages qui s'opposaient totalement duel d'une certaine manière, comme duel de Spielberg que j'étais en train de visionner à ce moment-là pour le comparer au duelliste de Ridley Scott qui venait de sortir en France d'ailleurs. Alors, il devait y être question de la liberté dans cette antinomie de Kant, autant d'ailleurs que dans le camion qui vient poursuivre là, dans le film de Spielberg, en roue libre, si je puis dire, la voiture. Oui, il y a une forme de liberté qui circule en roue libre. Mais là, c'était impensable de dire de quel côté on pouvait se reposer dans la certitude d'un lieu. Bien sûr que difficile de dire d'où vient le camion, mais là je parle précisément du texte de Kant. D'où est-ce que, au fond, on peut se mettre à lire un tel vertige de la liberté, comme dirait Kant, un fond premier qui se dérobe en tant qu'il n'a pas de fond, en tant que la liberté étant une cause de soi, quelque chose qui relève d'une forme d'origine, on ne peut pas supposer une antériorité quelconque. Fond sans fond, qui ne se laisse pas dériver selon l'ordre de la connaissance ou selon les termes théoriques d'une raison purement déductive. Et le mot critique de la raison n'est pas sans rapport avec ça, évidemment. Alors voilà, fond sans fond, le fond est sans fond, pas de substance, pas de support, des pages qui s'effritent, qui se dédoublent. Au moins en ce sens, parce que pas de monde, ni de Dieu, ni de moi. Voilà, fin du premier cours de Jean-Luc Nancy. Alors dehors, le brouillard ne s'est pas encore levé, là. Il commence déjà à faire nuit. Petite pause dans un couloir pour discuter entre nous d'un fond qui ne peut pas avoir de fond, d'une cause sans cause, à la primauté si obscure qu'on ne pouvait que rester suspendu, indécis, sous un là tout à fait impersonnel, difficile à décider en tout cas. Donc rien dans la poche, juste de quoi prendre un fond de café et de parler du Satz vom Grund de Heidegger avec quelqu'un qui, de mémoire, donc, oui, s'appelait Joseph Feufray. C'était un très bon philosophe, un très bon étudiant. En tout cas, il est mort l'an passé et Deleuze lui avait répondu une lettre qu'on trouve désormais dans Lettres et autres textes. Je l'avais proposé à la Poujade pour entrer dans la mouture de l'édition posthume préparée par Minuit. Donc, je reviens avec Joseph, je reviens au sous-sol de la faculté des lettres, d'où on est ressorti aussi très rapidement finalement, indécis, dans l'indéfidable, et on en fume encore une dernière avant d'écouter une leçon. Une leçon, c'est un mot qui est tiré au hasard, enfin, un concept qui est donné à un étudiant pour poursuivre la seconde séance de cette double séance faite par deux profs au terme d'un interlude qui supposait une petite préparation de la part de celui qui tirait le sujet. Alors, je trouve que pour ce premier cours, je ne les connaissais pas avant, Jean-Luc et Philippe. Et donc, ça a été mon tour, là, tout de suite, le premier désigné pour cette leçon. Et il m'appartenait de parler avec un minimum vraiment de préparation, 10 minutes, je crois, du livre. C'était le sujet que j'avais tiré, le livre. Le livre, un point, c'est tout. Bon, j'ai eu la ressource de m'évader par Borges, que je connais bien mieux aujourd'hui, mais avec le sentiment tout de même
dans un autre fond d'une bibliothèque, Biblos, ces pages qui s'ouvrent sur des folios, enfin, bon, qui sont comparables évidemment aux antinomies kantiennes, avec cette fêlure-là qui fait qu'on ne peut pas suturer ce qui advient comme événement, comme texte, quoi, la texture du texte. Bon. Alors, il me semble maintenant que cette façon de faire n'était pas sans rapport avec le cours où il était question de tirer tout de soi en roue libre pour revenir à la liberté et pour entendre ce qu'il en est du livre lui-même, ressenti comme libère ou liberté, enfin, un non-savoir essentiel, en tout cas, de la liberté qui ne peut trouver que dans le texte, finalement, son énoncé, son énonciation, enfin, assorti d'un cours. Et Jean-Luc Nancy, de Jean-Luc Nancy, il me reste bien un portrait en ce que lui-même se portait comme ça, tout seul, tirant de ses doigts propres ce qu'il avait à nous apprendre, en s'agissant évidemment ici d'un acte sans antécédence, purement impératif aussi, d'une certaine manière, puisque il n'y avait aucun savoir qui puisse accompagner un cours, une leçon sur la liberté. Alors, de la liberté comme causalité inconditionnée, il n'y a rien à entendre finalement, que des esquisses, des schèmes, dirait peut-être Kant, qui se portent selon une ressource que l'attention présente et que l'intention même présente ne s'est pas toujours fixée, mais que l'imagination peut réfléchir comme depuis un temps hors du temps, ce temps même de la mémoire qui me situe dans une forme de contemporanéité avec un moment déjà très lointain, pardon. Donc une espèce de temps désorienté, sans orientation, une espèce de point mort qui risque aussi de nous entraîner à nous tenir ainsi au bord du trou et de s'y porter dans l'art de ce portrait qu'est la figure de Jean-Luc Nancy. Sur ce bord, on pouvait, à nos jours, passer vers une autre rive, puisqu'il y avait le mardi, le soir, un cours pour les secondes années sur Freud, et une forme de vertige similaire, si je puis dire. On était là, non pas dans une antinomie, mais dans une forme d'écart comme ça, de bifurcation, voilà, c'est le mot que je cherchais, de bifurcation peuplée d'un certain nombre de personnages. Enfin, vous voyez, texte de Freud, Lacouille était plus actif cette année sur ce texte de Freud, mais c'était Totem et Tabou, je crois. Mais pour bien être dans la tourmente, vraiment, il fallait, pour entrer bien profondément dans cette bifurcation de la liberté, il fallait tout de même suivre les deux cours. Et de Kant, passer à Sade, par les couloirs de Lacan, lisant Freud, lu par Lacoue-Labarthe et repris par Jean-Luc Nancy au moment où on pouvait éventuellement tisser un rapport entre Sade et Kant. Alors, depuis ces deux rives, il me semble qu'avoir compris un cours de ce genre, cela ne tenait d'aucune explication. Aucune explication, c'était seulement d'un visage, peut-être pas au sens de Lévinas, mais quelque chose de plus figuratif, enfin, de plus exposé comme ça, quelques mimiques, des signes, un sens qui provenait, un sens qui provenait de tous les sens, et réunis comme ça dans un sourire. Et le schème sensible du temps, qui fait le partage des sens, en constituait une espèce de choc, non pas de l'ordre du temps, mais peut-être de son cours, comme ça, qui nous arrachait à nous-mêmes et qui nous arrachait à toute explication raisonnée, au fond, à toute raison, et la critique de la raison pure ne pouvait commencer que comme ça. Alors, si schéma il y a tout de même, disons, si un ordre il y a tout de même, puisque je parlais de cours plus que d'ordre, si schème il y a, c'était peut-être dans ce visage que je viens d'évoquer, le visage de Jean-Luc, qui seul le rendait accessible d'une façon, une manière de rendre
pas intelligible, parce que ça ne relevait pas de l'intelligence, mais sensible. Manière de rendre sensible, faite avec la voix, beaucoup avec les mains. Peut-être que moi-même, d'ailleurs, j'ai eu une espèce d'habitude qui venait de lui, d'exprimer ainsi des gestes ou des mimiques, en tout cas une figure. Une figure, et peut-être une figure de style, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de presque, pas métaphorique, mais quelque chose qui relevait enfin, de toute une rhétorique, bon, figure. Et c'est seulement au travers de ce regard, de cette figure, qu'on pouvait saisir le fond. Ce fond qui renvoie à l'art caché, dit Kant, un art caché du schématisme, ça retiré dans ce fondement où l'obscur n'est éclairé par aucune source préalable. Dans les antinomiques anciennes, lorsqu'elles s'écartent et dérivent l'une de l'autre, dans cette bifurcation même, il n'y a rien que le rien. À la naissance d'un sourire qui pouvait soutenir un espacement de ce type. Alors, relire chez soi un cours de Jean-Luc Nancy qu'on n'avait pas vu, ou qu'on n'aurait pas vu, qu'on aurait loupé finalement, ça arrive qu'on reprenne un cours d'un condisciple et que ben, on n'y entendra rien parce que justement l'entente, non pas au sens de l'entendement au sens, disons, théorique, non, l'entente au sens sonore, enfin, et en même temps que le perçu dans le regard. S'il n'y avait pas ça, le cours devenait par ce retrait même étrange et incompréhensible. Alors, il y avait en cela comme un formidable port de soi qui se nomme portrait peut-être, ou encore liberté, une allure de liberté sur un gouffre, sur ce gouffre que Kant a sans cesse dramatisé d'une certaine manière dans ce qui pouvait être la critique d'une raison qui serait pure, sachant que finalement l'usage d'une raison pure n'avait que peu de sens dès lors que la liberté s'y était donnée comme de l'inintelligible et qu'il pouvait y avoir seul une espèce de présentation sensible, mais en même temps sensible dans une forme d'expérience tout à fait particulière qui fait le centre même du livre que Jean-Luc Nancy consacre à l'expérience de la liberté. Bon, il y avait en tout ça comme un formidable port de soi qui se nomme expérience, avec le grand péril de l'expérience, de l'expéririe, une allure de liberté sur un gouffre. Alors, de ce gouffre poétique, puisqu'il l'est, je crois que Philippe, ici présent, Philippe Beck, en tant que poète, pourra nous faire signe par d'autres souvenirs qui sont les siens et sous l'élaboration d'un tout autre index, je suppose. Et du coup, bah oui, cher Philippe, la parole est bien à toi. Merci Jean-Clé. Tu m'entends bien là? Oui. Oui, oui, il n'y a aucun problème. Alors, bon, je donnais quelques dates pour situer un peu, non pas l'histoire, ou donner l'histoire de ma relation avec Jean-Luc, mais pour aussi indiquer quelques pistes concernant le trajet même de Jean-Luc, puisqu'il y a, de certaine façon, il y a deux Jean-Luc. Il y a Jean-Luc d'avant l'opération du cœur et Jean-Luc d'après. Certains disent qu'il est devenu humain après cette opération. Bon, je me prononcerai d'autant moins sur sur ce point que j'ai rencontré Jean-Luc après l'opération. J'ai le souvenir d'un homme assez austère avant, en tout cas, puisque quand j'étais étudiant en Hippocagne, aux alentours de 1982 à Strasbourg, j'avais assisté à un moment, une conférence, je crois, et je ne le connaissais pas. À ce moment-là, il me paraissait très austère. Quand je l'ai rencontré longtemps après, vers 1997, après lui avoir envoyé mon premier livre, j'ai eu affaire d'une certaine manière, à un autre homme.
un homme dont la voix grave, posée, enveloppante, était comme délestée de toute sévérité. Je ne sais pas trop dire pourquoi. C'était pourtant d'une certaine façon la même voix, à la fois personnelle et impersonnelle. Et je voudrais donc peut-être réfléchir un petit peu à ce qu'est cette voix. Et j'en viendrai ensuite à une anecdote à la fois personnelle et impersonnelle, qui, elle, date de 2015. Alors cette voix, oui, je crois qu'elle a frappé, elle frappe beaucoup des gens qui l'écoutent, qui l'entendent. Donc voix grave, suspendue, enveloppante, d'une extrême tranquillité, toujours phrasant l'exactitude qu'elle essaye de reconstituer. Et de cette diction ajustée, je crois qu'il faut parler parce que ce portrait de Nancy dépend de cette diction qu'un tableau, qu'une simple représentation picturale ferait manquer. Euh, donc il y a chez lui certainement une poétique de la voix, et j'aimerais me demander au fond si cette voix était philosophique ou poétique, et s'il y avait chez lui une sobriété sans austérité qui, qui avait affaire à la poésie en réalité. Alors j'ai dit que je l'ai rencontré par le poème, du fait de sa surprenante curiosité pour le poème réel, pour le poème contemporain ou moderne, accueilli avec simplicité, comme une réalité, comme un fait. Et puisque Jean-Luc n'avait pas de problème à accueillir ce qui était et n'était pas tourmenté par la question de savoir si ce qui était pouvait être ou était ou n'était pas. Et j'étais très frappé par cette attitude qui me surprenait d'une certaine façon, parce que je voyais en lui le philosophe. Je voyais en lui la voie philosophique tranquille, effectivement destinée à peindre la grisaille sur la grisaille, comme il le dira plus tard. Et je me suis demandé effectivement en songeant à cet échange que nous avons, à ces deux monologues extérieurs que nous adjointons, que nous juxtaposons, je me suis demandé si, au fond, son but, sa destination n'était pas de continuer coûte que coûte à peindre la grisaille sur la grisaille dans une fidélité à Hegel, c'est-à-dire dans le sentiment au fond que la philosophie, le concept, le déploiement du concept, vient toujours après la vie ou après une vie dont il faut rendre raison en quelque manière. La poésie, elle, cherchant naturellement à rompre avec la grisaille par constitution. Hein, la naïveté de la poésie étant peut-être justement de croire pouvoir être immanente à la vie, et cette naïveté qui consiste à adhérer à la musique colorée de l'existence ou de la vie, cette naïveté, oui, elle est d'une certaine manière propre à la démarche poétique. Alors, nous avons beaucoup parlé de poésie ensemble, évidemment. Nous n'avons même parlé que de cela, et euh, moins de manière spéculative que concernant tel ou tel livre, tel ou tel poème. Et quand j'ai lu, en tant que professeur de philosophie, si on veut, quand j'ai lu certaines phrases de Jean-Luc comme
celle-ci, si nous comprenons c'est poétiquement, je me suis évidemment demandé si le poétique, le fait poétique pour lui se situait à l'intérieur du philosophème, à l'intérieur de la philosophie, en tant que la prose philosophique absorberait la poésie désormais, ou si la prose philosophique n'était pas régie par une hantise ou une obéissance. Laquelle, quelle hantise, quelle obéissance, ce serait une hantise de l'idée même de la poésie. Et je crois qu'il y avait chez Jean-Luc aussi cette tendance, cette inclination à croire qu'au fond, toute prose se réglait sur une idée de la poésie. Si bien qu'il y avait en lui quelque chose qui ne me semblait pas aller dans le sens de la thèse fondamentale de Novalis, qui est reprise par nombre de penseurs et écrivains d'aujourd'hui, et que Benjamin a résumé dans la phrase l'idée de la poésie, c'est la prose. Il y avait chez Jean-Luc aussi cette manière d'assumer l'antinomie en, en posant, en supposant généreusement, symétriquement, que l'idée de la prose, c'est la poésie. Qu'au fond, il n'y a pas de prose sans une idée de l'exactitude poétique, à la fois musicale et juste dans sa manière de décrire les choses. Alors, je n'ai jamais su, au fond, si cette antinomie était une oscillation, une ambivalence. Et lorsqu'il disait dans Résistance de la poésie, lorsqu'il dit dans Résistance de la poésie, chacun fait la difficulté de l'autre, lorsqu'il parle de la poésie et de la philosophie, en disant que chacune fait la difficulté de l'autre, et qu'ensemble, elles sont la difficulté même qui est de faire sens, je ne suis jamais parvenu à savoir si, oui, si l'antinomie était hésitation ou oscillation. Et en tout cas, c'était cette ignorance de ma part quant au fond du geste de Jean-Luc était précieuse parce que, bien sûr, lorsqu'en 2015, nous avons discuté de Contre un Boileau à la librairie Kléber avec Isabelle Baladine-Ovald, j'ai déclaré à un moment que, au fond, ce qui caractérisait le fait du poème, c'était une avancée sur la ligne de crête entre le son et le sens, sans aucun basculement, ni du côté du son, ni du côté du sens. Et Jean-Luc a dit, mais ça, c'est le cas de toute écriture. Alors, je crois que cette réponse qui avait l'air d'une objection, au fond, ne tranchait pas de cette incertitude quant à ce qu'il pensait, puisque, au fond, ça ne niait pas le fait que toute écriture est déterminée par une idée de la poésie, hein, c'est-à-dire par une idée d'une avancée sans basculer du côté de la signification et sans non plus s'abandonner à la musique pure. Donc il y avait, je crois, chez lui un respect pour le poème réel et non seulement pour l'idée de la poésie, en tant que le poème réel montrait l'importance de cette idée de la poésie pour toute prose passée, présente et future. Et je lui en savais gré, évidemment. Et donc, cette ambition de la poésie de rompre avec la grisaille, il considérait malgré tout qu'elle n'était pas du fait de la philosophie et que c'était sa dignité. Et puisque tu parlais d'antinomie, je crois qu'il n'a jamais voulu simplement rompre l'antinomie, en ce sens on pourrait dire c'est un Kantien, qu'il a fait avec cette antinomie, cette espèce
double postulation, pour parler un peu comme Baudelaire, non pas vers Dieu et vers Satan, mais vers la poésie et sa supposée relève dans une prose. Je crois qu'il n'a jamais tranché, il n'a jamais accepté de déclarer simplement que donc l'idée de la poésie, c'est la prose. Et je lui en sais gré définitivement, évidemment. Alors, dernière anecdote, en 2015, quand précisément nous parlions de cela, j'ai risqué à un moment donné un résumé qui correspondait à un chapitre de Contre un Boileau, cet art poétique que Badiou et Cassin m'avaient commandé, en disant que Genette, hein, l'éditeur de l'Absolu littéraire tout de même, il faut le rappeler, en 1978, où les fragments romantiques allemands étaient traduits par Lacoue et Nancy, que Genette, lui qui avait, dès les années 60, dit que la poésie était un état imaginaire du langage, phrase extrêmement violente, parce qu'il supposait qu'il y avait une poétique du langage, c'est-à-dire de la prose ordinaire. Genette, je disais qu'il était un romantique, et Jean-Luc s'est tourné vers moi en me disant oui, un romantique froid. Et j'ai compris à ce moment-là, naturellement, que cette distinction entre romantique froid et romantique chaud, romantique chaleureux, elle lui était précieuse et qu'il s'inscrivait tout de même décidément dans la continuité des questions ou des antinomies du romantisme, du premier romantisme, qui s'était cristallisé notamment dans le fragment 116, où évidemment une certaine conjonction de la philosophie et de la poésie se décidait et s'indécidait à la fois, de manière ouverte et de manière évidemment très problématique. Et ce romantisme chaud, ce romantisme chaleureux, c'est-à-dire interrogateur, ouvert, et ouvert à ses propres difficultés, je crois qu'on peut le lui reconnaître avec gratitude. Et cette sobriété qu'on entendait dans sa voix est évidemment aussi la sobriété d'une probité. Voilà ce que je tenais à dire. Oui, je te remercie. C'est extrêmement intéressant d'avoir mis en exergue cette antinomie, au fond, à partir d'une formule de Hegel qui consistait à s'enfoncer du reste dans cette grisaille du gris sur gris. Alors que, bon, curieusement, il se trouve que quand même Hegel a beaucoup, beaucoup fréquenté Goethe et que il a eu une préoccupation autour de la couleur qui était majeure, qui était dominante, au point qu'au fond, chez lui, le gris n'est que le résultat d'une espèce d'entrelac ou d'une espèce de superposition quadrichromique, on pourrait dire, des couleurs. L'une s'effaçant dans l'autre, ou l'une en tout cas s'imbriquant dans l'autre de manière à créer quelque chose comme du gris ou une couleur terre, hein, disait-on à l'époque. Et alors, ce que je trouve intéressant, moi, dans cette antinomie, ce qui me paraît, moi, disons, particulièrement singulier, serait de creuser, pourquoi pas, cette question du poème, cette question du poème en regard du modèle musical, parce qu'il y a une tendance chez Lacoue-Labarthe à noyer d'une certaine manière le poème dans la musique, ou en tout cas à faire en sorte qu'il y ait dans la musique quelque chose comme un souffle, quoi, qui serait le souffle poétique. Alors que toute une tradition, et pas qu'une tradition, enfin toute une forme même de surexistence de la poésie, au sens le plus positif de cette surexistence, me tendent à penser peut-être que Nancy était davantage attiré ou peut-être davantage séduit par la capacité du poème
à non pas restituer des couleurs, mais à produire quelque chose qui relèverait aussi de l'image. Parce que, bon, la musique dans la poésie, personnellement, quand je lis du poème, moi, c'est ce qui surgit, mais je suis un visuel aussi, donc voilà. Mais ce qui surgit chez moi, c'est toujours des couleurs, c'est toujours quelque chose Oui, qui, dans le choc du gris sur gris, va éclater complètement. Il y a un heurt, il y a un heurt des mots, une façon de se heurter et de bifurquer qui font, non pas seulement figure au sens rhétorique du terme, mais qui font image. Quel type d'image? Des images qui ne relèvent peut-être pas tout à fait quand même d'un langage qui serait de type signifiant. Enfin, on rentrerait là, au fond, dans un régime de signes insignifiants, quelque chose que tu évoquais précisément comme étant une autre matrice du poème, que cette façon systématique de réajuster le poématique sur le musical. Alors, ce serait intéressant qu'on en discute peut-être oui, oui. dans Je un vois. autre moment, un autre lieu. Oui, bien sûr. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que au fond, oui, il y a une tentation de la musique chez la Collabar, une tentation de la peinture chez Nancy. C'est très simplifié, évidemment. Oui, oui, bien sûr, on n'a pas le temps Dire de ça rentrer dans comme le... ça, bien sûr, d'autant que Jean-Luc a écrit sur la musique aussi, et sur la peinture, mais au fond, je crois qu'il y avait une hantise de l'image chez Lacou, une crainte du surgissement du trop d'images dans le poème qu'il identifiait au surréalisme. Et d'ailleurs, bon, bah, pour l'anecdote, c'était cette manière que nous nous sommes rencontrés avec Jean-Luc, hein, je lui ai envoyé le premier livre, Garde-manche hypocrite. Il m'a dit, Lacou me dit que c'est de la poésie surréaliste et je ne suis pas d'accord. On ne se connaissait pas. Et donc, ça voulait dire très clairement qu'il y avait trop d'images pour Lacou, alors que Jean-Luc, qui pourtant était aussi ouvert à la musique du poème, n'avait pas peur, on pourrait dire des choses ainsi, n'avait pas peur du faire image, du faire sens comme faire image. Enfin, je crois que c'est quelque chose avec quoi il faisait. Donc, euh, bon, c'est plus qu'une petite histoire, mais oui, c'est très vrai. Alors, est-ce que ça conduisait Jean-Luc à moins considérer la musique du poème et la musique du sens dans le poème? Ce serait peut-être par ce côté-là que curieusement, euh, il rejoignait malgré tout le pôle Novalis, hein, c'est-à-dire dès lors que la prose reste appelée à relever le poème, euh, eh bien, ça suppose une certaine rupture, je ne veux pas employer un mot violent, mais rupture avec la musique du langage, à laquelle il était si sensible par ailleurs, bien entendu. Mais je crois que ça a été peut-être aussi la tragédie de la coupe, qui n'a pas su, au fond, basculer du côté de la musique décidément, puisqu'il était, lui, très captif de la thèse de Benjamin, hein, selon laquelle l'idée de la poésie, c'est la prose. Oui, oui, oui. Il était désireux de rompre avec cette antinomie malgré tout, Philippe, et donc je crois qu'il y avait la tranquillité de Nancy consistait à osciller et non à rêver d'en finir avec l'antinomie en basculant du côté de la musique. Et si bien Écoute, que, tu vois, voilà. voilà, mais je te remercie pour cette manière, cette singulière de relancer l'antinomie finalement entre Nancy et la Coulabarte que nous avons connue tous les deux. Et je te remercie donc de ta présence et de ton intervention en hommage à Jean-Luc Nancy. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.